Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux ce matin de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Pensons et parlons maths. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à notre formatrice, Gaëlle Soubacon. Bonjour Gaëlle, bienvenue. Bonjour, merci. Et avant d'aller plus loin, quelques petites consignes pour cette formation. Au départ, veuillez noter que cette formation est enregistrée et elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. On vous demande durant la formation de ne pas utiliser de module intégrant l'intelligence artificielle pour enregistrer le tout automatiquement, ceci afin de respecter les droits d'auteur. Si durant la formation, vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore votre micro. En parlant de micro, merci tout le monde parce que je vois que vous avez mis votre micro en sourdine. C'est une bonne habitude à prendre quand on est en virtuel. Finalement, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation ce matin. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis, Gaëlle, eh bien, c'est à toi. Merci beaucoup, Louis, pour la présentation, Plaisir. l'introduction. Alors, commençons la formation aujourd'hui. Pensons et parlons maths. Alors, la formation va être surtout en lien avec les conversations mathématiques. On va essayer de démystifier tout ça ensemble aujourd'hui, ce matin. On va commencer avec la reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous trouvons, connu sous le nom de Oneatari-io, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre, partagée par les peuples autochtones, nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un espace uni. Dans mon conseil scolaire, il nous encourage à réfléchir puis à partager un engagement que nous avons. Alors, pour moi, c'est de lire sur Espace autochtone de Radio-Canada, lire sur l'actualité autochtone. Donc, je vous invite aussi à réfléchir aussi à un engagement que vous pouvez avoir au courant de l'année ou au courant de la journée. Alors, bienvenue à ma formation. J'ai mis le lien de la formation dans le clavardage. Sinon, ici, il y a un code QR que vous pouvez aussi scanner avec votre appareil. Donc, je me présente. Mon nom est Gaëlle Dusso-Bacon. Je suis enseignante depuis 2012. J'ai œuvré en maternelle jardin, première, deuxième année et en sixième année. C'est ma quatrième année comme conseillère pédagogique cette année. Donc, je débute ma quatrième année. Par contre, j'ai fait 2 années, je suis retournée en classe et je suis retournée comme conseillère pédagogique l'année passée en mathématiques. C'est ma 7e formation avec les instituts saisonniers du Centre Franco. Alors, je suis vraiment contente de continuer cette tradition de participer aux formations du Centre Franco. J'ai aussi fait la rédaction des capsules d'auto-formation pour Moi j'enseigne. Donc, si vous allez sur Moi j'enseigne, les capsules d'auto-formation en lien avec les classes à niveau multiple, c'est vraiment des capsules qui sont riches avec beaucoup d'informations si vous connaissez, si vous enseignez dans des niveaux multiples ou si vous avez des collègues qui enseignent dans un niveau multiple l'année prochaine. C'est vraiment des capsules qui peuvent vraiment les aider à organiser leur niveau multiple. J'ai l'expérience aussi à l'OQRE et au ministère de l'Éducation. J'ai fait la révision du programme cadre de français, celui qui est sorti dernièrement. C'est une belle expérience. Si vous avez l'occasion de participer à un moment donné, c'est vraiment riche, les discussions. Donc, nous, on va commencer avec les conversations mathématiques, c'est quoi au juste? Alors, avant même de commencer la formation, pour moi, c'était vraiment important qu'on parle le même langage, qu'on ait la même définition des conversations mathématiques. On va jouer à un petit jeu, donc vrai ou faux, avec les emojis qu'on a dans
Team. Alors, on a l'emoji avec le pouce en l'air et on a celui avec le visage surpris. Donc, si vous cliquez sur « Envoyer une réaction », est-ce que vous voyez? On peut tous tester, voir si ça fonctionne bien avant de commencer. Donc, réagir, excusez-moi, c'est réagir avec le petit bonhomme sourire. Vous pouvez mettre n'importe quelle réaction. Je veux juste voir si ça fonctionne bien. Je vais repartager le lien de la formation dans le clavardage. Alors, je vois un petit bonhomme. Est-ce que vous voyez bien la réaction? Réagir? C'est juste à côté de lever la main. Je fais ça comme ça. Ah, je vois un cœur. Parfait. Alors, on va commencer avec le vrai ou faux. Les conversations mathématiques sont une pratique pédagogique à fort impact qui aide à consolider la compréhension des mathématiques. Donc, si vous pensez que c'est vrai, dans le emoji réagir, vous levez le pouce. Si vous pensez que c'est faux, vous faites le petit bonhomme surpris. Alors, merci de votre participation. Donc, effectivement, c'est vrai. Les conversations mathématiques sont des discussions à l'improviste que l'enseignant a avec ses élèves. Si vous pensez que c'est vrai, vous levez le petit pouce. Si vous pensez que c'est faux, vous faites le petit bonhomme surpris. Donc, celui-ci, il était faux. Alors, en fait, c'est important d'avoir une planification assez minutieuse pour engager les conversations mathématiques. Ceci dit, plus vous en faites, évidemment, plus il va y avoir des moments où ça va venir inné, mais c'est de les planifier. On va voir ça ensemble pendant la prochaine heure et demie. Vrai ou faux, les conversations mathématiques développent la compréhension en profondeur des concepts mathématiques. Alors, si vous pensez que c'est vrai, vous levez le petit pouce. Si vous pensez que c'est faux, vous faites le bonhomme surpris. Alors, oui, effectivement, c'est vrai. Les conversations mathématiques doivent avoir lieu à un moment précis pendant toutes les leçons. Si vous pensez que c'est vrai, vous levez le pouce. Si vous pensez que c'est faux, vous faites un bonhomme surpris. Donc, celui-là, il était faux, puis je trouve ça drôle. Il y a un peu moins de participation quand c'est faux. C'est comme si on était un petit peu gêné. Donc, oui, c'est vrai, c'est faux. Les conversations mathématiques peuvent arriver à différents moments dans les leçons. Alors, c'est pas obligé d'être routinier, d'être toujours au même moment. Ça pourrait être au début d'une leçon, à la fin d'une leçon, au milieu de leçon. Bref, ça peut être à plusieurs moments dans une leçon. Les conversations mathématiques peuvent apparaître comme de courtes routines quotidiennes pour appuyer les stratégies de calcul mental et de visualisation. Si vous pensez que c'est vrai, vous levez le pouce. Et si vous pensez que c'est faux, faites le bonhomme surpris. C'est vrai. Alors, ici, la petite étoile, c'est vraiment, je voulais vous mentionner que c'est vraiment un copier-coller directement de ce document ici, pratique pédagogique à fort impact en mathématiques. Donc, c'est un document que le ministère a sorti avec 9 pratiques pédagogiques à fort impact. Des fois, on dit PPFI. En mathématiques. Et une de ces PPFI-là, c'est les conversations mathématiques. Quand je vous ai mis le lien du document. Quand vous allez sur le lien du document à la table des matières, vous cherchez conversation mathématique, vous pouvez cliquer directement, puis ça vous emmène sur 2 pages qui vous expliquent c'est quoi exactement les conversations mathématiques. Puis les affirmations que je viens de vous donner, les vrais ou les faux, je les ai prises directement de ce document-là. Alors, on a cette page ici, puis on a cette page-là aussi, qui sont vraiment très intéressantes pour en apprendre davantage sur les conversations mathématiques. Je vais retourner à ma présentation.
D'ailleurs, les 8 autres PPFI sont aussi intéressantes à lire si jamais vous, dans votre école, vous avez peut-être une priorité différente. Vous avez peut-être ciblé une pratique pédagogique différente. En mathématiques, elles sont toutes décrites ici. Puis 2 pages, ça se lit quand même assez bien, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je vous invite à le lire peut-être avec des collègues puis d'en discuter ensemble. Les conversations mathématiques, on continue. Alors, comment on fait pour développer des conversations mathématiques de haute qualité? Ici, je vous ai mis une ressource, le livre Activating Math Talk. Il est en anglais, malheureusement. Ce livre ici, il est disponible en version virtuelle à la Bibliothèque de l'Ordre des enseignants de l'Ontario. À la fin de la formation, si vous voulez savoir comment vous rendre sur la Bibliothèque de l'Ordre des enseignants, je peux vous montrer rapidement comment vous y rendre. Il y a énormément de ressources disponibles pour nous, les enseignants, à la bibliothèque. Donc, dont ce livre ici. Et dans ce livre-là qui se spécialise sur les conversations mathématiques, dès le début, ils vont spécifier 4 types de conversations mathématiques. Je ne les ai pas traduites, je les ai laissées en anglais, mais je vais vous les expliquer en français. Alors, on a la première ici qui est le correcting discourse. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, ça, c'est quand l'enseignant pose une question et l'élève répond. Donc, l'enseignant vérifie la réponse. Par exemple, qu'est-ce que 4 plus 4? L'élève répond 8. Oui, c'est ça, on passe à la prochaine question. Alors, c'est vraiment des questions ils ont des avantages parce qu'on peut aller vérifier les faits, on peut vérifier une rapidité quelconque aussi. Mais il y a des désavantages parce qu'on ne promeut pas nécessairement l'engagement chez tous les élèves et on ne porte pas attention non plus sur la stratégie que l'élève a utilisée pour dire cette réponse-là. Ensuite, le deuxième type de conversation mathématique, il y a eliciting discourse. Donc là, on est dans le quoi, on cherche une réponse, et le comment. Comment est-ce que tu y es arrivé? Dans celui-ci, il y a un petit peu plus de participation des élèves. Donc, on a un petit groupe d'élèves qui va participer dans la classe, qui va répondre aux questions. Dans celui-là, je vois beaucoup les techniques d'interaction de Lucy West, des techniques d'interaction verbale de Lucy West. Ça peut être attendre, répète qu'est-ce que ton ami vient de dire, est-ce que tu peux justifier, etc. Donc, c'est surtout ça, les techniques d'interaction verbale que je vais parler un petit peu plus loin aussi dans la formation. Alors, l'enseignant ici pose des questions ouvertes et il va prendre quand même plusieurs réponses dans la classe, ce qui va engager, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit groupe d'élèves. Il y a une explication de la stratégie et de la procédure de l'élève. Donc, comment est-ce que tu y es arrivé? Le troisième, c'est le probing discourse. Donc là, on a le quoi, le comment et le pourquoi. On cherche encore une réponse qui est le quoi, le comment est-ce que tu as fait ça, c'est quoi ta stratégie et pourquoi as-tu utilisé cette stratégie-là. Donc, on voit ici qu'on est beaucoup plus en profondeur dans les réponses mathématiques. Il y a une explication du raisonnement de l'élève avec une justification et des arguments mathématiques. Alors, l'élève, il va vraiment peut-être comparer une autre situation qu'il a vécue. Il va peut-être comparer avec ce qu'il connaît évidemment déjà. L'enseignant est quand même là au centre pour gérer le questionnement, gérer les réponses, gérer les interactions. Donc, on voit un petit peu, plus on avance dans les discours, plus on va en profondeur dans le raisonnement mathématique des élèves. Pour ce faire, évidemment, il faut avoir des questions quand même assez ouvertes, puis des questions avec un certain défi aussi. La première question que j'ai posée, 4 plus 4, n'est peut-être pas assez poussée pour avoir ce genre de discussion-là avec mon élève. Est-ce qu'il y a une question? Je vais continuer. Le dernier discours, c'est le responsive discourse. Donc là, ici, on a le quoi, le comment, le pourquoi, et là, on a vraiment plus une profondeur dans les liens. Alors, celui-là, on est vraiment plus dans un changement dans les rôles de chacun dans la salle de classe.
Alors, on a l'enseignant qui est là, mais il y a vraiment un échange entre nos élèves qui va se faire au niveau des conversations, au niveau de l'argumentation mathématique, du discours mathématique. Le discours revient aux élèves. C'est les élèves qui vont expliquer, c'est les élèves qui vont faire davantage de liens. Et ici, c'est très important d'avoir des tâches qui sont à défi, qui sont plus difficiles, qui vont justement amener les élèves à avoir une plus grande réflexion mathématique, qui va engager la discussion et le raisonnement mathématique. Dans cette situation-là, c'est tous les élèves qui participent, tous les élèves ont l'initiative dans ce type de discours-là. Il y a aussi un objectif de leçon qui est assez clair et défini par l'enseignant, par les élèves. Le but, il est clair, pardon, que les élèves connaissent c'est quoi l'objectif, connaissent c'est quoi le but et savent comment faire pour l'atteindre. Ceci dit, malgré qu'il y a vraiment une belle discussion, une belle chimie dans nos élèves avec ce discours-là, c'est très important de quand même continuer à faire le eliciting et le probing discourse pour assurer le bon raisonnement puis les bonnes réponses mathématiques de nos élèves. Donc, c'est pas de laisser nos élèves aller puis parler, puis nous, on s'en occupe pas. C'est vraiment de les écouter puis de s'assurer qu'ils sont dans le droit chemin. Donc, dans ce livre-là, au chapitre 1, il y a un exemple qui est très clair de la façon, il y a deux façons, ils vont expliquer deux discussions que l'enseignant va avoir avec ses élèves, deux scénarios. Et puis, je vous invite vraiment à aller les lire. Si c'est juste ça que vous lisez de ce chapitre-là tout à l'heure, quand je vais vous montrer comment aller le retrouver dans la bibliothèque, si c'est vraiment juste cette section-là que vous lisez, vous allez vraiment bien voir la distinction entre les façons de poser nos questions à nos élèves. C'est d'avoir cette petite réflexion. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme enseignant dans ma salle de classe pour pousser cette réflexion-là? Parce qu'on se rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la définition des conversations mathématiques, ça l'aide à pousser la compréhension conceptuelle des mathématiques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis quels sont les liens avec les mathématiques? Les mathématiques, ce n'est pas en stylo, il y a des liens partout. Donc, c'est d'amener nos élèves à aller voir ces liens. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Puis, vous pouvez me mettre une petite réaction, un petit pouce en l'air, un petit cœur, une petite main d'applaudissement. Parfait. On va continuer. Alors, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi les conversations mathématiques? Oh, je vois qu'il y a une main levée. Aya? Oh non, c'est une erreur, désolée, je vais la baisser. Aucun problème, aucun problème. Donc, ça sert à quoi les conversations mathématiques? Je vous ai mis encore ici une image d'un livre qui est aussi disponible à la bibliothèque de l'Ordre des enseignants de l'Ontario, qui a été écrit par Marianne Small. Si vous ne la connaissez pas, elle fait beaucoup de recherches en mathématiques. Et dans son livre ici, où elle parle vraiment de l'importance du visuel en mathématiques, Eyes on Math, elle va aussi discuter, elle va aussi présenter l'importance des conversations mathématiques. Donc, ici, je vais y aller avec un petit peu de recherche avant de rentrer dans le vif du sujet de la formation. Donc, je voulais vous présenter Christian Dumais, qui, si vous avez déjà suivi des formations avec moi en littératie, il y a quelques années, je l'ai présenté aussi. Il a écrit un article dans la CELF, qui est l'oral à l'école, qui est excellent. C'est un article qui est plus au niveau de l'enseignement du français, mais il y a vraiment des liens très forts à faire en mathématiques parce qu'il parle de l'importance du informel dans nos salles de classe, plutôt que le formel en communication orale. Et je vois vraiment le lien en mathématiques. Donc, on parle qu'en mathématiques aussi, ce côté informel-là est tout aussi important. Puis
ça m'amène à parler de l'approche plurilingue. Donc, je vous ai mis 2 liens ici. Le premier lien de l'approche plurilingue vous amène vers le site Internet des approches plurilingues. Donc, ici, c'est de faire le lien entre le français et la langue maternelle des élèves. Parce qu'on sait de plus en plus dans nos salles de classe, on a plus d'élèves apprenant de la langue française. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines façons, certains questionnements qu'on doit modifier, qu'on doit adapter pour cette clientèle-là. Et d'adopter l'approche plurilingue va forger l'identité des élèves, va favoriser un éveil aux variations linguistiques. Ça va valoriser évidemment l'équité, l'inclusion et ça va aussi activer les connaissances antérieures des élèves. Dans la langue que je parle, dans la langue que je connais, dans la langue que j'utilise à la maison, je dis telle chose à l'école, c'est telle chose, ça se ressemble, quelles sont les similitudes. Donc, on peut faire ceci aussi en mathématiques. Puis d'ailleurs, le deuxième lien que je vous ai mis ici, c'est les STEAM et le plurilinguisme. Donc, qui est sur le même site Internet. Quand vous descendez un petit peu plus bas, il y a des questions. Puis ces questions-là, c'est vraiment juste des questions de réflexion pour vous par rapport à l'approche plurilingue, puis comment est-ce que vous l'utilisez dans votre salle de classe ou dans votre rôle? Est-ce que vous êtes au courant des langues, des répertoires de vos élèves? Est-ce que vous interrogez sur l'origine des théories que vous enseignez, etc.? Donc, il y a plusieurs questions ici qui peuvent vous aider avec votre réflexion par rapport à l'approche plurilingue. Je pourrais en parler beaucoup, mais la formation n'est pas sur l'approche plurilingue. Mais je voulais vraiment, pour moi, c'était très, très, très important de vous partager ces 2 sites Internet-là en lien avec l'approche plurilingue pour si jamais vous voulez en apprendre davantage. Il y a aussi le livre Principle to Actions. Donc, ça ici qui va aussi détailler l'importance de la conversation, des conversations mathématiques. Donc, ce livre-là, si vous ne connaissez pas, ça a été plusieurs études basées sur la réforme des mathématiques, principalement aux États-Unis, sur les 25 dernières années. Et puis, dans ce livre-là, ils vont parler du discours mathématique. Puis, j'ai sorti une citation qui, pour moi, était importante. Je l'ai traduite librement. Donc, ça va comme suit. Le discours mathématique inclut l'échange constructif d'idées par le biais de discussions en classe, ainsi que d'autres formes de communication verbale, visuelle et écrite. Le discours en classe de mathématiques offre aux élèves l'occasion de partager des idées et de clarifier leur compréhension, de construire des arguments convaincants sur le fonctionnement des choses et de développer un langage pour exprimer les idées mathématiques et d'apprendre à voir les choses sous d'autres angles. Donc, c'est vraiment ça aussi les conversations mathématiques. On ne veut pas que nos élèves voient les maths juste d'une seule façon, par exemple. On veut vraiment qu'ils voient plusieurs portes d'entrée en mathématiques. Et finalement, on a Marianne Small. Je vous ai parlé un petit peu du livre ici, Eyes on Math. Je vous ai sorti aussi une autre citation qu'on retrouve dans ce livre-là, que j'ai traduite librement. Donc, créer une communauté d'apprentissage axée sur les mathématiques est une étape essentielle pour améliorer la compréhension des mathématiques en classe. Pour l'enseignant, cela implique de passer de simples questions factuelles, donc les questions factuelles comme tout à l'heure, le 4 plus 4, à réponse courte, à une concentration sur la pensée mathématique et à la participation active des élèves au développement des concepts en classe. Alors, en gros, selon toutes les recherches, ça sert à quoi? Tout ça, les conversations mathématiques, pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que c'est une pratique pédagogique à fort impact? Mais ça sert à développer une meilleure compréhension conceptuelle des maths, à valoriser la réflexion, partage d'idées, clarifier la compréhension, développer un langage mathématique, puis réaliser que les mathématiques, c'est pas juste à sens unique, ça vient de plusieurs angles. Les conversations mathématiques, ça ne vient pas naturellement, c'est à travailler aussi avec vos élèves au niveau de l'écoute, au niveau aussi de la salle de classe, du climat de classe. Il y a un climat de classe à instaurer aussi. Donc là, il est 9h30. Je vais vous présenter le fonctionnement de la formation.
Alors, j'ai beaucoup réfléchi à comment, parce qu'il y a énormément de liens et puis je voulais pas nécessairement que ça soit juste séquentiel. Alors, le cœur de la formation, c'est vraiment parler, d'avoir en tête les histoires à partager. Donc, j'ai repris la description de la formation aussi parce que notre but, notre focus dans une journée d'école, ben, c'est d'être devant nos élèves. On est devant nos élèves, on veut avoir une relation positive avec nos élèves, on veut qu'ils apprennent, on veut qu'ils soient engagés. Et aussi, on doit respecter notre programme cadre, on doit aussi évaluer. C'est sûr que je ne vous apprends rien en vous disant tout ça, mais voici, c'est ça, un petit visuel que j'ai créé pour développer le fonctionnement de la formation. Tout le long de la formation, on va garder vraiment le focus sur les histoires à partager. Fait que dans le fond, je le vois vraiment sur, évidemment, les conversations mathématiques parce que c'est le cœur de la formation. Puis comment on fait pour avoir des conversations mathématiques riches dans notre salle de classe? Fait qu'évidemment, il y a des activités engageantes, des échanges riches et il y a un questionnement efficace. La première partie, ça va être le comment. On va parler de la mentalité de croissance, la gestion de classe et les HSC, qui sont les habiletés socio-émotionnelles, notre domaine, notre attente A dans notre domaine A dans le programme cadre de mathématiques. Le quoi, la deuxième partie, ça va être le quoi, donc la planification annuelle, hebdomadaire, le programme cadre et l'intention pédagogique. Et finalement, on va parler aussi un petit peu de l'évaluation, des critères d'évaluation, puis la triangulation aussi. Parce que si on fait des conversations mathématiques, il va falloir écouter nos élèves, donc on rentre plus en triangulation quand on est au niveau de l'évaluation. À la fin de la formation, j'espère, j'aurai réfléchi à ma gestion de classe pour intégrer les conversations mathématiques. Je serai en mesure de planifier une conversation mathématique pour mes élèves dès la rentrée scolaire. Et je serai à l'aise d'évaluer en triangulation des conversations entre mes élèves à partir d'un résultat d'apprentissage et de critères d'évaluation. Donc, c'est parti. Histoire à partager. Comme je vous ai dit, c'est le cœur vraiment de notre formation aujourd'hui. Et le comment, mais on commence. On va semer les graines, on va bien préparer le terrain avec des tâches qui font partie du curriculum ou non. Je vais tout parler de ça. Et justement, cette partie-là, elle est parfaite pour la rentrée scolaire qui commence sous peu. Hein. Nous aussi, on commence la semaine prochaine, ou un retour de congé. Donc, il y a des fois un retour de congé, Noël, la semaine de relâche, Pâques même, l'Action de grâce. Des fois, on veut faire une petite journée d'un petit retour. Bien, ça, c'est parfait aussi de revenir sur certains concepts de gestion de classe. On va commencer avec la mentalité de croissance. Donc, c'est peut-être pas rien de nouveau pour vous, la mentalité de croissance. On en parle beaucoup. J'aimerais que sur une feuille, sur un papier, ou ça peut juste être une réflexion, que vous écriviez ou que vous dessiniez à quoi vous fait penser les conversations mathématiques. Quelle est votre mentalité par rapport aux conversations mathématiques? Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce que vous en... Dans quel coin? Pardon? Moi, je t'apprends tous. Pardon? Donc, c'est ça, juste d'écrire sur un papier, puis c'est propre à vous. On n'aura pas un temps de partage, à moins que vous vouliez partager vos idées, mais c'est vraiment une réflexion personnelle sur les conversations mathématiques. Comment vous vous sentez par rapport aux conversations mathématiques? Qu'est-ce que vous anticipez dans votre rôle? Est-ce que vous anticipez le chaos peut-être? Est-ce que vous anticipez un volume d'élèves qui parlent tout le monde en même temps trop élevé? Est-ce que vous anticipez des criquets quand vous posez une question? Qu'est-ce que vous anticipez? Ça peut être aussi, tout le monde est super heureux puis tout le monde aime se parler. Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce que vos élèves sont en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aussi pendant les conversations mathématiques? Donc, juste sur un petit bout de papier, si vous voulez écrire
vos idées, faire un dessin, écrire un poème si vous êtes vraiment très créatif ce matin. Comme je vous ai dit, ça, c'est vraiment personnel. C'est juste une petite réflexion à avoir. À la diapo 11, donc là, je suis à la diapositive 11, il y a une vidéo d'une chercheure. Ça va vous emmener directement sur le site de EduSource. La vidéo, elle est 2 minutes 26. Je vais vous laisser 2 minutes 20. Je vais vous laisser jusqu'à peu près 36, donc 9h36, pour écouter cette vidéo-là. Donc, on est à la diapositive 11. Écoutez la petite vidéo de la chercheure Jo Boaler qui va parler de la mentalité de croissance puis les tâches mathématiques. Je vais fermer mon micro. Vous allez terminer d'écouter la vidéo, juste me faire un petit pouce en l'air ou peut-être lever votre main, comme ça, je vais. Des fois, les réactions partent, puis je n'ai pas le temps de les voir. Je commence à avoir des petits pouces en l'air. Excellent. Donc, je vois que de plus en plus les personnes ont, vous avez terminé d'écouter la vidéo. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui voudraient, la vidéo, elle est très courte, mais est-ce qu'il y a certaines réflexions que vous avez eues en écoutant la vidéo? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que c'est un rappel? Vous pouvez partager soit dans le clavardage ou levez votre main si vous voulez partager au groupe.
Donc, dans le fond, la vidéo parlait de la mentalité de croissance, puis à quel point de favoriser ces échanges-là avec nos élèves va développer la mentalité de croissance. Donc, en ayant seulement des réponses courtes à réponses fixes, les élèves, comme elle a mentionné, un enfant de 6 ans qui a dit « Ah, les cours de mathématiques, c'est juste des cours pour dire la bonne réponse, c'est pas des cours pour apprendre. » Donc, on voit une mentalité de croissance aussi qui est plus fermée. C'est vraiment, en mathématiques, c'est là où on peut ouvrir notre mentalité puis vraiment aller essayer d'essayer plein de différentes façons d'arriver à un résultat. Alors, c'est d'où l'importance de développer notre mentalité de croissance puis la mentalité de croissance chez nos élèves. Puis avec les conversations mathématiques, on va pouvoir le développer davantage. Je vous ai mis une autre vidéo ici qu'on n'écoutera pas. C'est encore de Joe Bowler, qui est la même chercheure qu'on vient tout juste d'écouter, qui va parler au niveau de la mémoire de travail puis de l'anxiété. Donc, des fois en mathématiques, quand on a une vitesse, alors quand on pose une question 4 plus 4 ou quand on, disons 4 plus 4, puis l'élève est pris sous le choc, sous le stress, c'est pas qu'il ne connaît pas la réponse, c'est que là, il est juste stressé. Par lui, ensuite, il va se dire, ben, je suis pas bon en mathématiques parce que je suis pas capable de répondre rapidement à la réponse, à la question. Alors, cette vidéo-là va parler de ça. On ne veut pas que nos élèves se sentent mauvais en mathématiques. Au contraire, on veut les valoriser, on veut les engager en mathématiques. Donc, c'est juste d'avoir un pensée bien par rapport à la vitesse en mathématiques parce que des fois, les élèves vont avoir de l'anxiété, vont avoir un blocage et par la suite, vont penser qu'il n'est juste pas bon en mathématiques. Je vous ai mis aussi un lien de Math Therapy. Si vous ne la connaissez pas, c'est une dame de l'Ontario aussi qui va parler vraiment beaucoup des traumatismes avec un petit t, elle le dit bien, avec un petit t en mathématiques, dont la vitesse, par exemple, et ça commence dès un bas âge. Ça se peut que vous-même, comme enseignant, vous avez vécu des petits traumatismes en mathématiques. Ça peut être quand il y avait une course de multiplication. Ça peut être, bon... mais dans le fond, c'est d'être conscient de ça, d'être conscient que on ne veut pas amener ça chez nos élèves. C'est de valoriser leurs forces, valoriser les efforts, puis leur courage en mathématiques. Je vous ai mis aussi Redo. Si vous avez déjà suivi des formations avec moi, vous savez que j'adore cette ressource-là, qui, surtout à la rentrée scolaire, où il y a des activités qui sont vraiment incroyables à faire avec nos élèves. Puis je vous ai sorti 2 activités que je vous ai mis, si je ne me trompe pas, en commentaire à la diapo 12. Donc, il y a deux activités. La première, qui est l'activité Balloon. Et puis, si vous voulez la faire avec vos élèves en rentrée scolaire, mais c'est des liens, de faire peut-être des liens avec des affirmations en mathématiques. Grosso modo, cette activité-là, vous gonflez une balloune à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de positif, puis là, dès qu'il y a un commentaire négatif, on fait exploser la balloune. Alors, on peut le faire avec des affirmations qui ne sont pas en lien avec les mathématiques, mais vu que la formation est en maths, vous pouvez faire une activité semblable avec des affirmations en maths. Il y a aussi le sprint rencontre en lien avec des points communs en mathématiques. Là, ici, c'est suggéré dans la ressource 4e année et plus. Vous pouvez le faire quand même avec les plus jeunes. Ça serait des petites affirmations, mais je suis pas mal certaine que les enfants de première année seraient quand même capables de dire qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils sont bons en mathématiques, en quoi ils sont bons en mathématiques. Alors, ça aussi, c'était une autre activité qui n'est pas en lien avec le curriculum de mathématiques, mais qui va quand même créer une mentalité de croissance puis qui va rassurer vos élèves. La gestion de classe, qui est un gros morceau comme enseignante, pas juste en mathématiques, mais dans toutes les sphères. La gestion de classe. Alors, pour les conversations mathématiques, alors on met vraiment notre œil sur les conversations mathématiques, c'est d'établir des normes de fonctionnement avec vos élèves. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Je l'ai fait avec mes 6e années, je l'ai fait avec mes premières années.
ils sont capables. Ils sont capables, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas nécessairement faire. J'aimais faire qu'est-ce que moi, comme enseignante, je dois voir, qu'est-ce que je dois entendre, et toi, comme élève, qu'est-ce que tu dois voir, qu'est-ce que tu dois entendre. Puis ça faisait des petites normes de fonctionnement dans les cours de mathématiques. Ici, si vous cliquez sur le lien, ça vous amène, donc je suis à la diapo 13, ça vous amène vers un Google document on va faire une petite activité pas trop longue ensemble pour bâtir un peu des normes de fonctionnement en mathématiques. Comme ça, ce document-là, vous allez pouvoir l'avoir pour la rentrée scolaire puis vous en inspirer. Peut-être pas toutes les prendre, mais en prendre quelques-uns, celles qui collent à vous. Alors, les normes de fonctionnement pour avoir des conversations mathématiques. L'objectif, je communique mon raisonnement mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? Là, si on se met à la place d'un élève, je vais attendre, il y a quelques personnes qui sont déjà dans le document, puis je vais aller mettre le lien dans la conversation. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas accès au clavardage, mais j'ai plutôt la partie questions-réponses et je ne sais pas si ce serait possible de me mettre le lien sur la partie questions-réponses parce que je ne vois pas, moi je n'ai pas de clavardage, j'ai plutôt questions et réponses, j'ai écrit. Mais juste du côté, ça va être conversation. Est-ce que tu le vois? non, chez moi, il y a malheureusement, c'est la première fois que je vois la partie questions-réponses. J'ai toujours eu conversation. J'ai été vraiment surprise pour la première fois de voir plutôt questions-réponses. Et avant-hier, hier, je crois, il y a eu une participante qui a eu le même problème. OK, je vais remettre la formation dans le clavardage, puis je vais le remettre aussi, parce qu'il y a une participante qui me l'a demandé, et je vais mettre aussi dans questions-réponses. Ça, c'est la première fois que je vais utiliser questions-réponses. Alors, je vais aller explorer ça. OK. Poser une question si je fais ça comme ça. Est-ce que ça a fonctionné? Je ne vois pas encore de réponse. Juste me dire si ça a fonctionné. Oui, maintenant, j'ai vu le lien. OK. Merci. Merci. Excellent, ça fait plaisir. Donc, ici, dans le document normes de fonctionnement, vous pouvez, je suis pas mal certaine que vous avez accès en écrit comme éditeur pour écrire. Alors, comme enseignant, qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Juste avoir une petite réflexion, écrire rapidement. Puis là, je vais peut-être faire... et voilà. Ça, vous allez pouvoir choisir une autre ligne. Puis en même temps, je viens d'ouvrir aussi mon clavardage, puis j'ai vu des participants répondre à la question suite à la vidéo. Donc, c'est un rappel. Le commentaire de l'enfant de 6 ans est très intéressant. C'est triste qu'un enfant dise qu'il n'aime pas le cours de maths. Ça peut tellement être amusant. J'oublie vraiment beaucoup. Très intéressante la vidéo. Je n'avais jamais pensé des mathématiques comme exécution, mais c'est souvent le cas. Ça donne une nouvelle perspective. Wow, j'ai des frissons. Oh, excellent. Puis là, ici, dans le document normes de fonctionnement, alors je vois des participants qui commencent à écrire. Donc, est-ce que je vois un respect du tour de parole, de l'écoute active, des élèves qui utilisent des outils de manipulation, des conversations engagées et respectueuses, du vocabulaire précis. Ça ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ce document-là, il va toujours être disponible pour vous. Vous allez pouvoir vous y référer à la rentrée scolaire ou peu importe quand vous allez introduire, puis vous voulez vraiment avoir des conversations mathématiques qui engagent les élèves. Vous allez pouvoir établir des normes de fonctionnement, puis vous y référer à ce document-là. Comme je dis,
pouvez en prendre quelques-uns, peut-être pas toutes les prendre, mais au moins, ça vous donne une petite réflexion. Puis le co-construire avec les élèves, parce que eux, les élèves, ils vont le savoir. Ils vont savoir, mais nous, des fois, en fait, pas des fois, mais toujours avant de co-construire, c'est important d'avoir cette réflexion-là de qu'est-ce qu'on s'attend. On veut anticiper un peu les réponses de nos élèves. Ce que je vois des élèves qui travaillent en petits groupes, leur façon de voir, ici, ce que j'entends, l'expression d'ici pour envisager différentes possibilités. Oh, ça, c'est intéressant. J'aimerais ça, la personne qui a dit l'expression d'ici pour envisager différentes possibilités, est-ce que tu veux expliquer davantage? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux l'écrire aussi. Des élèves qui échangent leur stratégie de résolution de problèmes, l'utilisation de la pensée critique, raisonnement. Wow! Ici, on enlève un élément, c'est plus facile de... Oh, OK, donc là, je vois peut-être un petit peu d'algèbre, si je ne me trompe pas. Si j'organise différemment, ça, c'est intéressant pour aller voir d'autres perspectives, d'autres façons vraiment de manipuler les mathématiques, hein, de jouer avec les maths. Merci beaucoup pour votre participation ici. Oh, je n'avais pas vu que ça continue en bas. Des élèves qui posent des questions pour mieux comprendre ou pour aller plus loin. Des élèves qui changent leurs idées en fonction des interactions avec les autres. Je vois beaucoup de mentalité de croissance, habileté socio-émotionnelle aussi qu'on va discuter ensemble tout de suite après. Donc, merci énormément pour votre participation dans cette activité ici. Au niveau des normes de fonctionnement, vous pouvez aussi faire le lien avec si vous avez SCP, le soutien au comportement positif dans votre école. Vous pouvez faire des liens avec vos valeurs de l'école ou vos valeurs de classe aussi. Comment on agit en salle de classe. Souvent, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, ça répond bien à tout ça. Puis comme je dis, vos élèves vont être capables d'y répondre, que ce soit des élèves de première année, des élèves de sixième année, des nouveaux arrivants, des apprenants de la langue. Ils vont être capables de bien répondre à ces deux questions-là. Quand j'enseignais en sixième année, peut-être moins en première année, je le faisais autrement, mais en sixième année, je faisais un contrat de classe. Ce n'était pas en lien avec les conversations mathématiques, c'était plus la gestion de classe en général, mais on faisait un petit contrat de classe. Les élèves développaient comment on agissait en salle de classe et je le faisais photocopier, puis ils devaient signer le contrat de classe. En première année, puis en deuxième année, je ne le faisais pas sous forme de contrat, je le faisais sous forme d'arbre. Donc, je traçais un tronc d'arbre avec des branches. Et puis, on parlait de nos valeurs, de notre façon d'agir en salle de classe. Puis, j'écrivais des mots-clés dans les branches. Et une fois que c'était terminé, les élèves prenaient une étampe avec leur pouce. Puis, leur pouce, c'était comme leur petite signature. Puis, ça faisait comme des feuilles. Donc, c'était vraiment... et je l'affichais toujours dans la salle de classe pour y revenir. Donc, ça, c'est deux petites idées si jamais vous voulez les prendre pour vos élèves pour faire une gestion de classe. Et d'assurer un climat de classe positif et bienveillant. Une des suggestions aussi, c'est en lisant le livre de la classe collabo-réflexive. Je ne sais pas si vous connaissez... on ne voit plus. Ici, la classe collabo-réflexive, je le montrais, mais avec mon fond d'écran, ce n'est pas facile. On a donc la classe collabo-réflexive, c'est d'avoir des tâches riches, permettre aux élèves de travailler en équipe de 3. Il y a vraiment une procédure à suivre, mais l'auteur va nous parler vraiment de faire des activités qui ne sont pas en lien avec les attentes du curriculum pour commencer. C'est des activités qui vont être engageantes, puis c'est le même principe parce que, étant donné qu'ils sont en équipe, ils vont avoir des conversations mathématiques. Donc, en début d'année scolaire, ça ne vous empêche pas de faire une activité qui n'est pas directement liée avec votre programme cadre pour justement amener vos élèves à avoir des conversations mathématiques, puis peut-être même avoir un retour après
et faire le lien avec vos normes de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait rajouter? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait enlever? Est-ce que vous avez observé certains comportements qu'on devrait adresser, etc.? Alors, le fait de le faire avec des activités qui ne sont pas juste en lien avec le curriculum, le programme cadre, va engager vos élèves, puis après ça, vous êtes capable de faire le lien vers des activités qui sont en lien avec le programme cadre. Évidemment, ce n'est pas de faire ça pour toute l'année, hein, c'est juste de commencer votre introduction, votre amorce avec ceci. Ce chercheur a écrit ce livre-là, le livre orange que je vous montre, puis le lien, c'est le lien vers son site Internet. Il a le livre orange, il est en français. Il est disponible en français avec des activités pour des enfants de 5 à 17 ans. Puis là, il y a celui-ci aussi que je montre à ma caméra. Malheureusement, il est en anglais, celui-là. Je ne pense pas qu'il est traduit. C'est des activités de maternelle à 5e année. Mais même les activités 5e année, là, vous enseignez 6e, 7e, 8e, c'est des activités que vous pouvez vraiment faire avec vos élèves aussi. Alors, si vous avez accès peut-être à vos conseillers pédagogiques en mathématiques, peut-être qu'ils ont ces ressources-là, ça serait de les feuilleter, de les regarder. C'est vraiment 2 ressources qui sont excellentes pour favoriser la résolution de problèmes, les conversations mathématiques en salle de classe. Les habiletés socio-émotionnelles qui sont dans notre domaine A, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors tout ce qu'on vient de faire va aller cibler les habiletés socio-émotionnelles. Ce n'est pas un domaine à évaluer. Par contre, c'est un domaine qu'on doit couvrir d'une certaine façon. Voici les 6 habiletés socio-émotionnelles. On a déceler et gérer ses émotions, reconnaître les causes du stress et s'adapter aux défis, faire preuve de motivation positive et de persévérance, bâtir des relations et communiquer avec assurance, développer la conscience de soi et un sentiment d'identité personnelle et penser de façon critique et créative. Alors, ce sont les 6 habiletés socio-émotionnelles. Si vous avez des idées de façon de les intégrer en salle de classe, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage. Mais souvent, ces habiletés-là vont ressortir à différents moments pour différentes personnes. Donc, ça peut être plus difficile de faire comme, OK, les amis, aujourd'hui, on va faire une activité sur reconnaître les causes du stress. Ça va être plus difficile parce qu'on ne va pas nécessairement avoir un stress tout en même temps, de la même façon. Si on pense, nous, comme adultes, on vit nos émotions de différentes façons, à différents moments, à différentes intensités. C'est la même chose avec nos élèves, mais c'est important de connaître ces 6 habiletés socio-émotionnelles-là, puis comment est-ce qu'on peut faire comme enseignant pour les apaiser, puis aider nos élèves à passer au travers. Ici, l'exemple de première année, provient du programme cadre de mathématiques. Quand vous cliquez sur le domaine, on a toute l'explication du domaine en lien avec le processus mathématique. Et là, je descends. En dessous, ici, il y a les 6 habiletés socio-émotionnelles. Et puis, il y a des petits exemples de mise en situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire si jamais telle situation se produit? Donc là, c'est première année. J'ai juste cliqué au hasard sur motivation positive et persévérance. On a un exemple de première année, de 2e année, 3e année. Donc, je vous invite à aller explorer ça davantage, qui va vous aider aussi en lien avec les conversations mathématiques. Parce que avec les conversations mathématiques, quand les élèves commencent à partager leur raisonnement, on veut aussi valoriser que des fois, ça se peut qu'un élève ait pris un autre chemin pour se rendre à destination, mais il ne va pas se sentir à l'aise de parler de ce chemin-là. Parce que c'est peut-être un chemin qui n'a pas été partagé du tout au courant des dernières leçons. Donc, l'élève se sent peut-être moins à l'aise. Alors, on veut que cet élève-là ressorte pour expliquer c'est quoi ta stratégie que tu as utilisée. Donc, là, on rentre vraiment dans les habiletés socio-émotionnelles. C'est pour ça qu'en conversation mathématique, c'est important d'en parler davantage. Maintenant, on va rentrer dans le quoi. Dans la 2e section, on est dans la planification annuelle et hebdomadaire, le programme cadre et l'intention pédagogique. Alors, une fois que
votre gestion de classe, la mentalité de croissance, elle est croissante, que vous êtes conscient des habiletés socio-émotionnelles, ça continue. Ça continue à rouler toute l'année. Même si vous avez fait des activités en septembre, on continue quand même à faire du pouce là-dessus pour garder cette ambiance-là positive dans notre salle de classe. Mais on doit rajouter une planification parce que c'est un peu ça notre travail. On a besoin de planifier. Donc, la planification annuelle et hebdomadaire, je vais vous poser quelques questions juste pour, c'est ça, pour peut-être aiguiser ou peut-être que ça va vous aider, peut-être non, mais je vais poser ces questions-là. Alors, en lien avec la planification annuelle. Bon, juste avant, la planification annuelle, pour moi, je partage pas mon bon anglais, je m'excuse depuis tantôt. OK, là, je devrais être à la bonne place. Désolée. Donc là, je retourne un petit peu. Ici, on est rendu là, dans le quoi. Alors, planification annuelle, hebdomadaire, programme cadre, intention pédagogique. Planification annuelle. Donc, la planification annuelle, pour moi, c'était hyper important. Je ne sais pas, peut-être que vous, dans votre conseil scolaire ou dans vos directions, ils vont vous obliger à donner une planification annuelle en début d'année. Puis des fois, on est comme, ah, mais là, c'est beaucoup. Mais c'est hyper important parce que c'est vraiment ça qui va donner le ton sur notre année. On a une semaine environ avant la rentrée scolaire. Donc, c'est le temps aussi d'avoir cette réflexion-là de où est-ce que je m'en vais jusqu'en juin. Planification annuelle, ce n'est pas une planification détaillée à la minute près. C'est une planification en général. Qu'est-ce que vous voulez voir et quand? Donc, quand est-ce que vous allez enseigner vos attentes en lien avec les comportements attendus lors des conversations mathématiques? C'est une réflexion à avoir. Est-ce que ça va être à un seul moment, deux moments? À quel moment? À quel moment est-ce que vous allez revoir les normes de fonctionnement de façon explicite? Et puis, à quel moment est-ce que je vais enseigner quel concept en général? Donc, ça, c'est votre planification annuelle. Est-ce qu'il y a des domaines ou des contenus que vous pouvez jumeler? C'est juste d'avoir la réflexion. Ah, je vois juste comme ça, j'ai lu mon programme cadre, je vois que tel contenu puis tel contenu, ils vont bien ensemble. Je vais les jumeler tout de suite, je vais l'écrire dans ma planification annuelle. Comme je vous ai dit, moi, quand j'étais en salle de classe, je suis conseillère pédagogique maintenant, mais en salle de classe, ma planification annuelle, je l'utilisais énormément. Quand je trouvais une activité qui n'était pas nécessairement en lien avec ce que j'allais enseigner dans les prochains jours, prochaines semaines, mais que je savais que j'allais l'enseigner peut-être dans 2, 3, 4 mois, j'allais me l'écrire tout de suite dans 2, 3, 4 mois pour ne pas l'oublier. Donc, ma planification annuelle, elle était très vivante. Et la planification hebdomadaire, là, ici, on est un petit peu plus précis. Combien de temps va durer une leçon? À quoi va ressembler une leçon typique? Quelles sont les questions que je vais poser à mes élèves? Donc là, je reviens aussi avec le début où je parlais de l'importance de planifier nos questions. C'est important de planifier les questions, puis on va en parler un petit peu du questionnement. Et est-ce que j'anticipe des difficultés? Ou quelles sont les réponses que j'anticipe à mes questions? Est-ce qu'il y a des solutions par rapport aux difficultés, aux besoins? Donc, ça, c'était une petite question par rapport à votre planification annuelle, planification hebdomadaire. Le programme cadre en mathématiques, comme vous savez très bien, il est gros. Il y a beaucoup de choses à voir. Moi, c'est vraiment, si j'ai à vous suggérer, c'est d'y aller un pas à la fois. C'est vraiment important d'y aller un pas à la fois. Puis si cette année, vous êtes dans une nouvelle année, puis c'est d'y aller en silo, allez-y en silo pour cette année. Puis au courant de l'année, peut-être que vous allez faire comme « Ah, ben je suis plus à l'aise avec mon programme cadre. Là, je pourrais plus intégrer des contenus. » Utilisez les ressources à votre disposition. Donc ici, il y a une ressource que je suis tombée cet été. Peut-être que vous le connaissez déjà, moi je l'ai vu cet été. À l'écoute de chaque élève, grâce à la différenciation pédagogique, une ressource extraordinaire. Et puis à l'intérieur, il y a un gabarit de planification à rebours. Très intéressant aussi, la planification à rebours. Ça vous aide vraiment à structurer vos leçons. Je sais qu'on en parlait beaucoup quand on était à l'université. On en faisait beaucoup de planification à rebours.
mais c'est bien pour pouvoir voir il est où votre fil d'idées, puis de partir aussi de votre évaluation. On va parler d'évaluation à la fin de la présentation. Il y a aussi un gabarit de carte de sortie dans le même site Internet. Alors, je vous ai mis ces liens-là. Je vous ai laissé ces liens-là. Je vais juste retrouver. On est allé à diapo 18. Au niveau du programme cadre, il y a énormément de matériel dans le programme cadre. Puis je ne parle pas au niveau juste des contenus puis des attentes. Donc, je fais juste aller en première année, mais c'est le même principe dans toutes les années. Quand je vais dans attentes et contenu, je vais juste aller au hasard dans nombre. Premièrement, ben là, je suis en première année, donc on ne le verra peut-être pas bien, mais il y a la section comparer les années d'études. Si vous allez là, vous allez pouvoir voir les prochaines années. Disons, si j'avais cliqué en deuxième année, il aurait été en bleu comme ça, puis on aurait pu voir aussi première année, troisième année. On peut voir la comparaison entre les deux au niveau des attentes. Alors, entre l'année précédente puis l'année d'après. Alors, ça, c'est très intéressant pour qui est dans notre programme cadre. Ce que je veux vous montrer, c'est quand on va dans le contenu d'apprentissage. Là, je vois l'attente pour première année, mais comme je vous dis, peu importe l'année, c'est vraiment tout le même principe. Appui pédagogique, ici, pour cette attente-là, on a des exemples, des concepts clés et des exemples de tâches. Quand vous allez voir les exemples de tâches, quand vous allez faire votre planification, puis si vous utilisez cette ressource ici, posez-vous la question à quel moment, quel genre de questions est-ce que je peux demander pour avoir plus de conversations mathématiques. Alors, je vais vous parler de questionnement aussi très, très bientôt. Donc, c'est vraiment très, très riche ici ce qu'on peut retrouver dans notre programme cadre. Il y a énormément d'autres matériels, mais je voulais vraiment juste vous présenter cette partie-là pour cette partie de la formation. On a aussi à vue d'œil, qui sont les guides d'enseignement efficaces. Et puis, quand je clique, je vais aller chercher mon à vue d'œil. Je suis allée en première, 8e année. Je vais choisir un autre domaine. Je suis juste allée au hasard. J'ai choisi le domaine donné, vraiment au hasard. Tous les domaines sont construits de la même façon. Alors, on a le cycle primaire, cycle moyen, cycle intermédiaire. Si je vais dans vue d'ensemble ici, on a toutes les années. Je vais cliquer au hasard en 4e année. Puis je le fais au hasard en ce moment pour la formation. Mais évidemment, quand vous êtes en train de planifier, vous avez votre intention, puis vous avez vos contenus d'apprentissage en tête. On a tous nos contenus d'apprentissage ici. Et on a l'attente, on a les contenus d'apprentissage. Et puis, je voulais juste vous partager la différence entre enseignement et apprentissage, puis habileté et connaissances. Donc, enseignement et apprentissage, quand vous cliquez dessus, ça va vous amener vers des activités. Même principe que tout à l'heure avec le programme cadre. Quand vous lisez l'activité, posez-vous la question, où est-ce que je peux amener des conversations mathématiques ou pousser le raisonnement chez mes élèves grâce à cette activité-là qui est déjà faite. Donc, je vous montre ça parce que c'est des activités un peu clés en main, pas mal clés en main, que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Puis juste une petite parenthèse, si vous utilisez la même activité puis vous changez simplement les nombres à l'intérieur de l'activité, ça va beaucoup travailler les mathématiques chez vos élèves parce que vos élèves ne vont pas se concentrer sur le contexte nécessairement, mais vraiment plus sur les concepts mathématiques. Alors, n'hésitez pas à prendre la même situation mathématique, disons, pour une semaine ou pour 2, 3 leçons, parce que vos élèves sont habitués avec cette mise en situation-là, mais vous changez juste les normes. Ça me fait penser un peu aux normes de fonctionnement qu'une participante avait écrit par rapport à « Ah, mais si on change ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, si on change ça, ce nombre ici, qu'est-ce qui se passe? » Alors vraiment, on peut jouer avec des mises en situation. Ah, je viens juste de voir le commentaire de Cathy. Pouvez-vous redonner le titre du livre Orange qui est en français? Oui, je vais vous le donner à la fin de la présentation. Je vais l'écrire dans le clavardage, ça va me faire plaisir. Il y a quelqu'un qui a répondu à celui en anglais aussi. Donc, ça, c'est le titre en anglais. Je vais vous mettre le lien en français. Puis, si on revient ici à habileté à vue d'œil,
Habileté et connaissance, ça ici, c'est toute l'explication. Parce que des fois, quand on change de niveau, on se dit qu'est-ce que ça veut dire exactement tel concept? Qu'est-ce que je suis supposée de voir dans mon année? Bien, tout ici, c'est écrit qu'est-ce que vous êtes supposé de voir puis comment l'enseigner. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire qui a été très, très, très bien développé que vous pouvez utiliser à votre guise dans votre planification. Puis, gardez en tête comment est-ce que je fais pour intégrer les conversations mathématiques dans ces activités-là. Je vous ai mis aussi le lien de la planification en spirale du Centre Franco, si jamais vous ne la connaissez pas, pour si jamais vous voulez l'utiliser ou si votre école l'encourage à utiliser cette planification-là en spirale. Donc, c'est une planification annuelle qui a été montée. Là, je vois le temps qui file. Planification, je vais essayer d'aller rapide, mais pas trop rapide non plus. On parle d'activités engageantes parce qu'on veut faire parler nos élèves. Donc, l'utilisation du matériel de manipulation, ça peut être au niveau de l'exploration. On laisse du matériel de manipulation, puis vas-y, va l'explorer, puis après ça, on commence à faire notre enseignement. Leur laisser ce temps-là d'exploration est vraiment avantageux parce que des fois, nos élèves vont peut-être je vais prendre le Rec and Rec, puis commencer à faire des maracas avec le Rec and Rec. Mais là, on pourrait rentrer avec comment on utilise un Rec and Rec? Est-ce que c'est un instrument de musique ou est-ce que c'est un outil de manipulation? Alors, c'est de laisser nos élèves l'explorer pour pouvoir après ça faire notre enseignement ou d'en discuter, évidemment. Même chose avec le code. Au niveau de l'exploration, on peut laisser nos élèves explorer puis après ça faire notre enseignement, poser nos questions, en discuter ensemble. La littérature jeunesse, peu importe l'album jeunesse que vous prenez, vous pouvez intégrer les mathématiques, intégrer des conversations mathématiques à travers la littérature jeunesse. Si vous faites de la lecture interactive, par exemple, vous pouvez garder le même album jeunesse, puis amener des conversations mathématiques suite à cette lecture-là. Je vous ai mis aussi 3 sites Internet. Ils sont malheureusement en anglais, mais ils sont construits par des personnes en Ontario. Alors, on a Math is Visual, Math Before Bed et Number Talk Images. Alors, si vous faites des je remarque, je me demande avec vos élèves, je vais juste aller ici. C'est des images, puis vu que c'est des images, il n'y a pas d'écriture, alors on peut demander à nos élèves qu'est-ce que tu remarques, qu'est-ce que tu te demandes, puis là, ça fait discuter un peu nos élèves pour amener vers une résolution de problème. Donc ça, c'est juste, c'est des liens que je vous mets pour vous aider avec votre planification. La planification d'une leçon, je vous ai parlé des techniques d'interaction verbale tout à l'heure, donc qui sont aussi appelées Talk Move. Je vous ai mis le lien de Talk Move et une affiche qui est malheureusement encore en anglais, que j'ai traduit avec les différentes techniques d'interaction verbale qui sont les plus populaires. Donc, on a laissé le temps. Quand on pose une question, on a toujours nos élèves qui sont rapides, qui vont lever la main ou qui vont juste dire une réponse sans même lever la main. Mais c'est de laisser le temps aux autres élèves aussi d'écouter puis de faire le lien de la question. Pour laisser le temps, ça se dit à vos élèves. Vous pouvez dire, là, je ne prends pas les mains levées, je laisse le temps, je vais vous laisser 10 secondes pour y réfléchir, puis après ça, il va y avoir un ami qui va répondre, ou peu importe. Donc, ça, c'en est une bonne parce que ça permet vraiment à tous les élèves d'avoir le temps d'y réfléchir parce qu'éventuellement, si vous prenez toujours les élèves qui ont la main levée ou qui répondent rapidement, les autres élèves ne vont pas nécessairement réfléchir, ils vont savoir que l'autre élève va répondre à la question. On a le tourne-toi et parle. Alors, on pose une question, puis là, maintenant, tu tournes et t'en parles avec ton ami à côté. Reformuler. Ça, c'est vraiment très intéressant. Les élèves ne sont pas habitués de reformuler. Ils sont très habitués d'avoir l'enseignant pose une question, élève 1 répond, enseignant pose une question, élève 2, puis ils vont pas, l'élève 1 et l'élève 2 ne vont pas nécessairement s'écouter. Donc, d'amener la reformulation permet
de ralentir la discussion, puis aussi permet aux élèves d'écouter qu'est-ce que l'autre personne a dit. Éventuellement, ils vont dire « Ah, désolé, j'ai pas entendu, est-ce que tu peux répéter? » Donc, ils vont finir par se le dire entre eux, mais évidemment, il faut que nous, comme enseignants, on bâtisse cette relation-là avec eux. Est-ce que tu peux ajouter à ce que l'élève 1 vient de dire? Donc, encore là, c'est important au niveau de l'écoute. Hein? On écoute parce que si on veut rajouter, mais il faut écouter. Et répéter. Peux-tu répéter ce que l'élève vient de dire? Puis, s'il ne peut pas, moi, je posais tout le temps la question, disons à l'élève 1, OK, peux-tu répéter? Puis là, je regardais l'élève 2. L'élève 2 écoutait, je voyais qu'il écoutait, puis là, il pouvait répéter. Donc, c'est vraiment, c'est de le valoriser, c'est de dire, ça se peut, c'est correct, ça se peut que des fois tu sois dans la lune, mais on essaie de garder l'attention pour avoir une discussion fluide entre nous. Et l'intégration des habiletés socio-émotionnelles. J'ai mon erreur préférée ici pour valoriser les erreurs, de faire « Wow, OK, je viens de voir cette erreur-là, c'est vraiment impressionnant, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis c'est encore une fois de valoriser les erreurs parce qu'en mathématiques, ça se peut, puis c'est avec les erreurs qu'on apprend, puis c'est avec les erreurs qu'on va développer davantage aussi notre raisonnement mathématique. L'intention pédagogique, elle est hyper importante. On en parle beaucoup. C'est peut-être pas la première fois que vous l'entendez, mais selon les recherches, c'est très important que les élèves connaissent c'est quoi l'objectif, donc la cible de nos leçons ou de notre cycle de leçons qu'on fait avec eux. Et pour moi, c'était affiché autant chez mes 6e que mes premières années de où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Puis pour eux, ça leur permettait de garder aussi le focus sur la leçon, sur la conversation, puis dire « Ah, là, je suis capable de faire telle chose. » Ça n'empêche pas de dire, par exemple, « Ah, aujourd'hui, tu vas apprendre telle chose. » Je comprends que des fois, on veut faire une amorce un peu en surprise. Hein? On veut faire des amorces cachées, puis on veut faire découvrir des choses à nos élèves. Ça ne vous l'empêche pas de le faire. Vous pouvez ensuite mettre votre cible parce que votre amorce va être votre début des prochaines leçons, probablement. Fait qu'après ça, à la fin de la leçon, vous pouvez faire « Ah, bien aujourd'hui, on a vu telle chose, donc les prochaines leçons, voici ce qu'on va faire. » Le questionnement efficace, ça, c'est des questions que j'ai prises et que j'ai traduites librement de cet article ici qui est hyper intéressant pour la rentrée scolaire. Encore une fois, désolée, il est en anglais, mais si vous avez besoin d'appui quelconque, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de vous appuyer. Voici quelques questions qui proviennent de cet article-là pour vous aider avec les questions riches. Donc, on a des questions de comparaison. Comment est-ce que X et Y sont semblables? Comment est-ce qu'ils sont différents et pourquoi? X et Y, ce n'est pas les variables. Là. Je ne suis pas nécessairement en algèbre. Ça pourrait être comment est-ce qu'un cône et une pyramide sont semblables et comment ils sont différents. Quelle est l'idée principale? De quelle façon ce concept ici est relié à ce concept-là? Est-ce qu'il y a une façon de lier ceci à cela? Comment? Pourquoi? Oui, pourquoi non? Parce qu'il y en a qui vont dire non, il n'y a pas de façon. Mais OK, pourquoi il n'y a pas de façon? Alors, c'est vraiment d'aller chercher le plus possible les élèves pour qu'ils discutent. En quoi ces concepts ressemblent à ce concept? Qu'est-ce qui cause ceci? Comment peux-tu lier ceci à ce que tu as déjà appris? Quel est le meilleur et pourquoi? D'accord ou pas d'accord? Pourquoi? Donc, ça, c'était des questions par rapport à, pour vous appuyer à avoir plus de questions mathématiques, pour avoir plus de jus pour nos élèves. La dernière section que je vais passer, c'est au niveau de l'évaluation. Je vais essayer de passer ça assez rapidement parce que je vois déjà le temps filer. Donc, l'évaluation, critères d'évaluation et triangulation. Donc, dans Faire croître le succès, là, on va lire les trois sortes d'évaluation. Alors, on a l'évaluation au service de l'apprentissage, qui est dans le cadre de l'évaluation au service de l'apprentissage. Le personnel enseignant doit fournir une rétroaction descriptive et du coaching à l'élève afin de favoriser son apprentissage. Alors, comment est-ce qu'on fait ça avec des conversations mathématiques? De donner une rétroaction descriptive, de dire bravo, ça c'est un beau travail. Est-ce que c'est une rétroaction descriptive suffisante? Le coaching, généralement, se vit avec du questionnement ouvert. Comment es-tu arrivé à ça ici? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir à ça? Donc, on est vraiment plus dans du coaching où on ne va pas
dire une réponse. On fait attention à justement pas trop donner d'informations dans nos questions. L'évaluation du service de l'apprentissage. Alors ici, je vous ai juste mis quelques façons, dans le fond, d'amener l'évaluation au service de l'apprentissage. Si vous allez voir aux pages 36-37, il y a une liste un peu plus longue. Donc, on planifie, on intègre les stratégies d'évaluation avec des stratégies d'enseignement d'apprentissage et d'apprentissage. On partage les résultats d'apprentissage et les critères d'évaluation. Donc, pour faire une rétroaction descriptive, on a besoin d'avoir des critères d'évaluation parce qu'on va s'y référer. Selon les critères qui est affiché au tableau, tu as atteint ci, mais là, on pourrait travailler ça ou on peut même poser la question à l'élève. Regarde le critère numéro 2, par exemple. C'est celui-là qu'on se concentre pour cette leçon-ci. Qu'est-ce que tu as atteint? Qu'est-ce que tu as besoin? Sur quoi est-ce que tu as besoin de travailler? Donc, c'est la réflexion, le questionnement, la réflexion chez nos élèves, puis le questionnement chez nous. On utilise l'évaluation pour orienter notre enseignement, déterminer les prochaines étapes, puis aider l'élève à tracer et à suivre son parcours vers la satisfaction de ses objectifs d'apprentissage personnel, qui est tout en lien avec le résultat d'apprentissage et les critères d'évaluation. Je veux faire un bémol sur l'importance peut-être de parler si vous enseignez dans une école élémentaire, de peut-être parler avec les enseignants de maternelle jardin parce qu'ils en font énormément d'observations et de conversations, puis comment est-ce que les équipes pédagogiques de maternelle jardin font pour prendre ces preuves-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de production en maternelle jardin. Il y en a quelques-unes, mais en grande majorité, c'est des observations puis des conversations. Alors, qu'est-ce que les équipes pédagogiques, comment elles s'y prennent, l'équipe pédagogique, pour recueillir ces preuves d'apprentissage-là? L'évaluation en tant qu'apprentissage. Donc, l'évaluation en tant qu'apprentissage favorise l'autorégulation chez l'élève, le processus qui mène l'élève à apprendre par la rétroaction et à comprendre où elle ou il est en est dans son apprentissage. C'est un moyen efficace de gérer l'utilisation et le développement des stratégies nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés. Donc, ça revient un petit peu, j'en ai peut-être un petit peu parlé tout à l'heure en même temps que le précédent, mais on veut que nos élèves soient capables de se donner eux autres aussi une prochaine étape et de gérer leurs apprentissages. Mais on a besoin de connaître les résultats d'apprentissage et les critères d'évaluation. Puis finalement, l'évaluation de l'apprentissage, bien là, ici, on est rendu plus à la finalité, si on veut. Alors, on est vraiment plus à la note au bulletin, le plus officiel, mais encore là, tout ce qui s'est passé avant, toutes les preuves que vous avez recueillies avant sont aussi valables pour l'évaluation de l'apprentissage. Alors, quand vous circulez, puis que vous entendez l'élève A dire « Ah, moi, j'ai vu telle stratégie quand que je change mon bloc, quand je le mets là, c'est beaucoup plus facile d'additionner que si je fais juste les laisser là, ça me prend trop de temps. » Bien, on est quand même capable de faire « Wow, l'élève A vient de faire un lien dans sa tête, puis on peut l'écrire ça aussi comme preuve d'apprentissage. » Je ne vous lirai pas c'est quoi les critères d'évaluation parce que ça, ça provient encore une fois du faire croître le succès. Mais comment on détermine les critères d'évaluation, grosso modo, c'est pour avoir une vision commune avec nos élèves. De le co-construire avec nos élèves est très efficace. Avant de les co-construire, on a besoin, nous, d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on veut évaluer. Puis après ça, on laisse nos élèves parler de comment est-ce qu'on peut évaluer ceci. C'est d'avoir une vision commune enseignant-élève pour la réussite. On utilise des critères pour ensuite construire une grille d'évaluation avec les 4 différentes compétences. C'est un gros morceau. Il y a beaucoup de réflexions. Ce n'est pas toujours évident. Je sais, des fois, on a des discussions avec des collègues où on ne s'entend pas nécessairement sur c'est quelles compétences, etc. Ce qui est important, c'est de comprendre nous-mêmes à quelles compétences on l'a mis. Est-ce que c'est en CC, en HP, en CO ou en MA? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis là? Et on ne le met pas à 2 endroits. Ça, c'est très important de ne pas le mettre dans 2 compétences pour ne pas double pénaliser. Triangulation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure quand je vous ai encouragé à aller voir les enseignants de maternelle jardin.
Donc, on est par observation, par conversation ou par production. On est fort sur la production, mais c'est aussi valable de faire des observations et d'avoir des conversations avec nos élèves. Puis, si on emmène des conversations mathématiques, on veut que leur raisonnement aussi soit valorisé. Et puis, ça s'explique. Ça s'explique aux élèves et ça s'explique aux parents aussi. Si on craint un peu que les parents veulent avoir une production, tout ce qui se passe en salle de classe aussi, peut faire partie de l'évaluation au niveau positif aussi. Hein. Ça se peut qu'un élève au niveau oral soit beaucoup plus capable de s'exprimer que de façon écrite. Donc, ça se dit ça. Alors, j'ai passé très rapidement parce que je voyais le temps filer. J'ai passé très rapidement sur le côté évaluation alors que c'est un morceau très, très, très important, très gros aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment, vraiment pas à m'envoyer un courriel. Ça va vraiment me faire un grand plaisir de vous répondre. Donc, pour conclure, voici ce qu'on a passé au travers pendant la dernière heure et demie ensemble, en plus d'avoir parlé des définitions des conversations mathématiques. J'espère que la formation a pu répondre à des questions que vous avez eues ou que ça va vous aider dans votre planification dès la semaine prochaine. Je vous remets c'était quoi nos 3 objectifs. Donc, à la fin de la formation, j'aurais réfléchi à ma gestion de classe pour intégrer les conversations mathématiques. Je serai en mesure de planifier une conversation mathématique pour mes élèves dès la rentrée scolaire. Et je serai à l'aise d'évaluer en triangulation des conversations entre mes élèves à partir d'un résultat d'apprentissage et de critères d'évaluation. Et pour conclure, vous pouvez l'écrire dans le clavardage, une activité que vous retenez, une chose que vous avez aimée et une idée que vous allez mettre en place. Ça peut être dès la semaine prochaine ou ça peut être quand le temps vous le dira. Puis en attendant, je vous remercie beaucoup pour votre participation dans les activités, dans le clavardage. Entre-temps, je vais écrire ici dans le clavardage pour Cathy. Inclure les HSC dans les jasettes, oui. Super. Là, j'ai fermé ma présentation sans faire exprès. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment à gauche. Hein. Aujourd'hui, ça fait... Tantôt, j'ai fermé mon team tantôt, mais je vais juste le réouvrir. Vous avez une page de ressources après, puis en fait, je voulais vous montrer le formulaire de rétroaction. Alors, je vais vous mettre le lien du formulaire de rétroaction si vous pouvez le remplir avant de quitter. C'est vraiment fortement apprécié. Et voilà. Le formulaire de rétroaction, je vais l'épingler, donc il devrait être en haut. Alors, je vois un peu vos réponses, activité Talk Move, les ressources disponibles, les jasettes au quotidien avec des règles claires, le lien de la présentation, oui, je vais vous partager le lien. Oui, je vais vous partager la présentation aussi, je vous la repartage en lien. Et pendant, Gaëlle, que tu termines le tout, moi, je vais profiter de l'occasion pour te remercier pour cette formation absolument incroyable encore. On s'ennuyait de tes formations, Gaëlle, et puis c'est toujours de très haute qualité, très bonne qualité et beaucoup d'idées. Alors, j'arrête l'enregistrement et je reviens avec le mot de la fin.